Conservé au cœur de la cathédrale de Turin, derrière une vitre blindée et enveloppée du silence de l'histoire, repose une pièce qui hante les esprits depuis des générations. Un suaire de lin, humble par sa matière, mais immense par son impact. Usé par les siècles, marqué d'ombres et de traces que certains lisent comme les signes d'une souffrance et d'autres comme les empreintes de mains humaines, ce tissu a été l'objet de prières, de débats et d'analyses infatigables. Pour des millions de croyants, il représente la preuve tangible d'un instant sacré. Le linceul qui aurait enveloppé un corps et conservé dans sa trame l'empreinte d'un visage. Pour d'autres, il demeure une énigme historique défiant les méthodes et les certitudes. Qu'il soit relique ou mystère, le suaire unit l'intime de la dévotion à la rigueur du laboratoire, attirant théologiens, historiens, chimistes et médecins légistes autour d'une même question. Là, immobile et surveillé par des siècles de foi et de science, subsiste une image silencieuse qui interroge nos convictions. Que peut raconter un morceau de toile sur le passé, la foi et la vérité? C'est dans cette question que s'ouvre l'histoire que nous allons parcourir. À l'époque de Jésus, les pratiques funéraires mêlaient dévotion, pragmatisme et symboles que les évangiles ont conservés. Après la mort, le corps était préparé par les proches ou par des groupes spécialisés. On le nettoyait, on l'oignait d'huile et de parfum, puis on l'enveloppait dans des bandelettes de lin. Ces linges remplissaient une double fonction, hygiénique et rituelle, et servaient aussi à préserver le souvenir du visage du défunt. La tradition juive imposait un ensevelissement rapide, souvent le jour même, sauf exception. Les tombes étaient généralement des cavités ou des chambres creusées dans la roche, un espace pour déposer le corps, une dalle pour fermer l'entrée, parfois une pierre roulante pour sceller le sépulcre. Les textes évangéliques mentionnent ces gestes. Joseph d'Arimathie demande le corps, l'enveloppe dans des linges et le place dans un tombeau neuf. D'autres passages évoquent les aromates et les bandelettes qui accompagnaient ce dernier acte d'attention. Il faut aussi rappeler le contexte culturel du monde romain. La crucifixion visait à exposer le corps durant des jours, mais dans le cas de Jésus, les récits parlent d'une sépulture rapide et respectueuse. Les témoins mentionnent des marques visibles, blessures aux mains, aux flancs et à la tête, autant de traces qui auraient pu, en théorie, imprimer leur empreinte sur un tissu en contact direct avec le corps. Comprendre ces coutumes permet de replacer le suaire dans son cadre historique, non comme un objet isolé, mais comme le reflet de pratiques funéraires réelles, empreintes de sens religieux. C'est ce contexte qui explique pourquoi, dès l'origine, un simple tissu recouvrant un visage a pu devenir à la fois un souvenir intime et un objet d'émerveillement collectif. Au fil des siècles, cette rencontre entre rite et matière a nourri les questions qui, encore aujourd'hui, entretiennent son mystère. Depuis les premières pages du Nouveau Testament jusqu'aux légendes médiévales, l'idée d'un vêtement funéraire sacré
a toujours entouré la mémoire de Jésus. Elle ne surgit pas de nulle part. Elle naît de gestes concrets, bandelettes, suaires, onguents, et du besoin humain de retenir une trace visible de ce qui a disparu. Ainsi germa la légende, non seulement à cause de ce que le tissu montrait, mais aussi de ce que les hommes y voyaient. Les évangiles canoniques offrent le premier cadre narratif. Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la préparation du corps, enveloppé de linge, accompagné de parfums, déposé dans un tombeau. L'évangile de Jean mentionne un détail singulier. En plus des linges, un tissu distinct aurait recouvert le visage, un suaire. Ce détail modeste éveilla, dans les siècles suivants, d'innombrables interrogations. Une empreinte avait-elle pu se former sur ces tissus? Pouvait-on y reconnaître un visage? La transmission ne fut pas seulement écrite. Des récits oraux, des traditions locales et des légendes transformèrent des objets ordinaires en reliques porteuses de puissance spirituelle. Dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, la culture chrétienne développa un profond attachement aux objets de contact. Morceaux de tissu touchés par un saint, fragments de reliques ou instruments du culte étaient considérés comme chargés de grâce. Les pèlerins qui visitaient les lieux saints espéraient rapporter un signe tangible du sacré, un éclat de pierre, une parcelle de bois ou une bande de tissu imprégnée du souvenir divin. Peu à peu, des récits plus précis circulèrent. Certaines régions parlaient de linge miraculeux, des images non faites de main d'homme à Chéiropoïète, qui auraient porté l'empreinte du visage divin sans intervention humaine. Des traditions comme celle du Mandylion d'Édesse ou celle de la Véronique, le voile ayant essuyé le visage du Christ sur le chemin du Calvaire, ne figurent pas textuellement dans les évangiles, mais elles s'enracinèrent dans la piété des communautés chrétiennes, jusqu'à devenir des récits fondateurs. L'apparition publique des reliques répondait aussi à des dynamiques sociales et politiques. Une église ou un monastère, qui revendiquait la possession d'un objet lié au Christ, voyait croître son influence. Le commerce des reliques, les pèlerinages et les célébrations liturgiques consolidèrent en l'idée qu'un tissu pouvait être bien plus qu'un textile, un témoin silencieux du mystère de la Passion. L'aspect esthétique de ces récits fut tout aussi déterminant. L'image d'un visage imprimé sur une toile, présentée comme une preuve matérielle d'un événement divin, répondait à la soif humaine de voir, de toucher, de croire. Face à la distance de la foi, la relique offrait un ancrage sensible. C'est ainsi qu'un simple drap devint dans l'imaginaire collectif un symbole théologique et culturel dépassant son usage premier. Mais la légende ne se développa pas dans le vide. Elle s'alimenta des incertitudes de l'histoire, pertes, déplacements, silence, et de notre besoin d'un présent tangible. Chaque fois qu'un fragment de tissu réapparaissait, que ce soit en Orient ou en Occident, de nouveaux récits surgissaient pour en expliquer l'origine. Certains textes tentaient de relier mémoire et objet, d'autres, au contraire, laissaient le mystère s'épaissir. Ainsi, ce qui n'était qu'un usage funéraire courant se transforma en symbole de présence. Les premières mentions, les traditions orales et les revendications locales autour de linge sacré tissèrent un réseau d'histoire où la foi et le doute se mêlaient.
La question devint alors: qui détenait la vérité? Comment distinguer la mémoire sincère du désir de prestige? Et surtout, quel pouvoir ont les objets pour façonner la foi? Ces interrogations traversèrent les siècles, préparant la scène pour un nouvel acte. Car c'est au cœur du Moyen Âge que le suaire fit son entrée dans les documents de l'histoire. Non plus comme un murmure venu d'Orient, mais comme une réalité exposée en plein jour. Dans la France du XIVe siècle, le tissu que nous appelons aujourd'hui le Saint-Suaire apparut pour la première fois dans les archives européennes. Ce n'était pas une relique cachée dans une grotte, mais un objet présenté au public dans une petite église sous la garde de nobles locaux. Là, au sein des processions et des chapelles, la toile cessa d'être un souvenir intime. Elle devint un objet visible, presque palpable pour l'imaginaire des fidèles, un point de rencontre entre la foi, le pouvoir et la curiosité du monde médiéval. Les chroniques de l'époque situent la première exposition publique autour d'un chevalier puissant et de sa lignée. Un guerrier ayant combattu dans les guerres de son temps, qui, avec sa famille, ouvrit la chapelle à la vénération populaire. Son nom resta lié au suaire dans les archives médiévales. La figure d'un aristocrate qui le présenta aux fidèles et aux pèlerins, encourageant célébrations et récits de prodiges. Le tissu, désormais reconnu comme relique, attira peu à peu les croyants. Processions, messes solennelles et pèlerinages se multiplièrent autour de son exposition. Avec eux naquirent des témoignages de guérison et d'expériences mystiques, nourrissant la ferveur collective. Mais les chroniques médiévales demeurent fragmentaires et parfois contradictoires. Entre les actes notariés, les obituaires et les registres épiscopaux, on trouve des silences et des zones d'ombre qui exigent une lecture prudente. Là où un document mentionne clairement une présentation publique, d'autres voix expriment leurs réserves. Certains pasteurs se montrent méfiants, d'autres profitent de l'occasion pour renforcer l'autorité de leur Église. La dévotion et le pouvoir s'enchevêtrent, la foi est sincère chez beaucoup, mais posséder une relique si singulière pouvait aussi signifier prestige et influence pour ceux qui la gardaient. Dans ce climat, une voix décisive s'éleva, celle de l'évêque. Vers la fin du XIVe siècle, un document épiscopal dénonça le suaire comme une œuvre de main d'homme, une supercherie, selon les autorités ecclésiastiques de la région, et demanda au pontife de limiter son exposition publique. Le ton du texte est ferme, presque indigné. Il affirme qu'un artiste aurait avoué avoir peint l'image. Ce témoignage, que nous lisons aujourd'hui comme un signe de la complexité du regard médiéval, provoqua à l'époque un véritable séisme. Il opposa la piété populaire au contrôle institutionnel et ouvrit un débat qui ne s'éteindrait pas de sitôt. Malgré ces dénonciations, la ferveur populaire ne faiblit pas. Le tissu fut de nouveau montré au peuple, la dévotion perdura. Souvent, le suaire changea de main ou de lieu au gré des alliances politiques et des intérêts nobiliaires. Avec le temps, les familles seigneuriales comprirent qu'une relique d'une telle envergure représentait un capital symbolique inestimable. Elle attirait les pèlerins, conférait du prestige et pouvait servir de levier diplomatique entre puissances régionales. Le suaire entra alors dans les circuits du pouvoir. Il n'était plus seulement un objet de foi, mais aussi
un emblème de statut et d'influence. Les descriptions contemporaines de ces expositions oscillent entre ferveur et cérémonie. Le suaire était déployé devant l'autel ou suspendu à un cadre, éclairé par des cierges et accompagné de litanies. Les fidèles se pressaient pour toucher, embrasser ou simplement contempler ce qu'ils croyaient être la trace du divin. Les récits de miracles, guérisons soudaines, visions, délivrances, circulaient et étaient consignés par des chroniqueurs locaux, souvent incapables de distinguer le témoignage sincère de la promotion pieuse. Peu à peu, l'imaginaire chrétien s'imprégna de l'idée d'un visage imprimé sur une toile. Gravures, prières et sermons contribuèrent à enraciner cette image dans la culture religieuse de l'époque. Cependant, les archives gardent aussi les signes des tensions. Actes notariés relatant la vente ou la transmission du tissu, contrats sur sa garde, lettres entre seigneurs négociant son avenir. À travers ces documents transparaît une réalité concrète. Le suaire n'était pas seulement un miracle, mais un bien disputé, géré, protégé par des accords formels. Cette dimension juridique et administrative révèle à quel point, au Moyen Âge, la piété et la politique s'entremêlaient intimement. La scène médiévale, loin d'apporter une réponse unique sur l'authenticité, laissa coexister foi et doute, vénération et scepticisme. Tandis que certains évêques appelaient à la prudence, la foule célébrait la relique avec ferveur. Cette ambivalence, entre croire aveuglément et examiner avec rigueur, marqua profondément l'histoire du suaire et son héritage spirituel. Ainsi, de chapelle en chapelle, de procession en procession, la toile s'imposa peu à peu comme une présence publique, là où, à l'origine, elle n'était qu'un linge funéraire anonyme. D'objet domestique, elle devint relique prestigieuse, inscrite dans le grand récit des communautés chrétiennes. Ce que beaucoup considéraient comme l'empreinte du visage du Rédempteur devint un point de convergence entre classes, peuples et frontières, jusqu'à parvenir entre les mains de princes et de grandes maisons nobles. Dans la phase suivante, le suaire ne sera plus seulement un trésor local. Il entrera dans les archives des dynasties, dans les débats des prélats et dans les regards des rois. Et ce passage ouvrira une nouvelle série d'épisodes. Restauration, controverse, incendie et gestes de dévotion, qui continueront à façonner la trace que nous tentons encore aujourd'hui de déchiffrer. Avant de poursuivre, sache que tu peux découvrir ces récits d'un autre temps d'une manière plus intime. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des lectures complètes à savourer quand tu veux, ainsi que des ensembles d'audios narrés sans interruption ni publicité, pensés pour t'accompagner, que ce soit pour te détendre, t'endormir ou simplement voyager dans le passé. Le lien est disponible ci-dessous. Revenons maintenant à cette énigmatique pièce de lin. Le suaire ne se contenta pas d'être un objet d'admiration privée. Il devint un miroir collectif où l'imaginaire chrétien vint se reconnaître. Son image, cette empreinte mystérieuse que beaucoup interprétèrent comme le visage et le corps ayant subi la passion, trouva rapidement une place privilégiée dans la vie religieuse et artistique de l'Occident. Ce n'était plus seulement un tissu, c'était un modèle silencieux qui, dès le Moyen Âge, transforma la manière de représenter le Christ et de méditer sa souffrance. Dans le domaine artistique, le suaire servit de référence. Les peintres, sculpteurs et artisans d'église ne créaient pas à partir du néant. Ils s'inspiraient d'une iconographie
déjà chargé de signification. Le visage associé à la relique, paisible malgré la douleur, empreint de dignité et de traces de martyr, contribua à uniformiser l'image du Christ, à remplacer les variantes locales et à introduire un réalisme presque médical dans les représentations sacrées. Tableaux, bas-reliefs et retables intégrèrent sacs des détails rappelant le suaire. La barbe soigneusement peignée, les cheveux tombant librement, les plaies visibles mais apaisées. Ainsi, un tissu façonna la physionomie du Rédempteur dans une multitude d'œuvres dévotionnelles. Mais son influence alla bien au-delà de la simple imitation. Le suaire inspira une sensibilité nouvelle, cherchant la preuve visuelle du sacré. L'art chrétien s'orienta vers une expressivité plus incarnée. Le sang devint symbole, les blessures témoignages, le visage apaisé, signe de transcendance. Cette esthétique rapprochait la foi du corps, la contemplation de la chair. À travers le suaire, les fidèles pouvaient sentir la proximité du divin, non dans l'abstraction, mais dans la présence tangible d'une trace, d'une mémoire imprimée sur la toile du temps. Dans la liturgie comme dans les pratiques dévotionnelles, le suaire exerça également son magnétisme. Les processions qui portaient les reliques parmi le peuple transformaient la relation entre la communauté et le sacré. L'objet quittait son sanctuaire, et l'espace d'un instant, le temple s'ouvrait sur la rue. L'exposition publique du linge, accompagnée de prières et de litanies, instaura des rituels où contempler la toile devint un acte de foi doté d'une valeur curative, consolatrice ou expiatoire. En temps de crise, peste, guerres ou famine, la présence du suaire offrait un point d'ancrage à la prière collective, une espérance rendue visible. Les estampes et les images dévotionnelles en miniature amenèrent en la présence du suaire dans le quotidien. Le fidèle qui ne pouvait voyager emportait chez lui une représentation du visage, une gravure de l'empreinte ou une médaille évoquant la toile sacrée. Ces reproductions démocratisèrent l'expérience. Le suaire cessa d'être le privilège d'une cathédrale ou d'une noble famille pour devenir une présence intime dans d'innombrables foyers chrétiens. L'iconographie issue du linge imprégnait même les petites chapelles rurales, où le visage imprimé servait de modèle aux représentations locales de la Passion. La puissance symbolique du suaire se manifesta aussi dans la piété rituelle. Des gestes tels qu'embrasser une relique, prier devant elle, ou allumer un cierge en sa présence, traduisaient la croyance en l'efficacité du contact ou du souvenir du contact avec le sacré. Dans ces gestes se jouait une économie spirituelle subtile. Toucher, c'était recevoir. Regarder, c'était participer. Et la toile devenait médiatrice entre le transcendant et l'humain. Le suaire contribua également à l'identité des communautés, villes, abbayes et confréries, qui gardaient des tissus associés à la Passion, en faisaient un symbole de distinction et d'unité. L'image elle-même, portée, exposée, processionnée, affirmait l'appartenance commune et rythmait l'année liturgique par des célébrations réunissant toutes les couches sociales. En parallèle,
Cette image suscita des réactions contrastées. Certains courants spirituels préférèrent des représentations moins documentaires et plus contemplatives, cherchant à s'éloigner du réalisme anatomique. Cette tension entre le témoignage et la contemplation enrichit la tradition iconographique et força l'Église à redéfinir ce qu'elle souhaitait transmettre par l'image. Au-delà du culte et de l'art, le Suere agissait comme un narrateur. Chaque regard posé sur lui suggérait une histoire, celle du dernier instant, du linceul modeste, de la solitude du tombeau, mais aussi celle du triomphe pressenti par la foi. Cette dimension narrative fut essentielle. La toile n'offrait pas seulement une image, elle proposait un récit condensé, propice à la méditation et à l'enseignement. Même les sceptiques reconnaissaient que sa puissance comme instrument de piété, capable de condenser la légende de la Passion en une matière tangible. En définitive, l'empreinte du Suaire dans la dévotion et l'imaginaire chrétien ne se mesure pas seulement à travers les copies ou les cérémonies, mais dans la manière même de regarder le Christ. Il fit du visible une promesse d'émotion et de communion. Et dans ce croisement entre image et foi, le Suaire laissa une trace durable, celle de la recherche, à travers un simple tissu, de la preuve sensible de ce que l'histoire et l'espérance annoncent. L'histoire du Suaire de Turin est marquée par une tension constante entre le documenté et le transmis. Le premier repose sur les archives, les chroniques et les actes officiels, le second sur la tradition, transmise de génération en génération, souvent traversée de silences que laisse battre place à la foi et à l'imagination. Ce contraste est fondamental pour comprendre comment un tissu d'origine incertaine a pu devenir l'un des objets les plus débattus et vénérés de l'histoire. Les premiers siècles du christianisme offrent peu de traces claires de l'existence du Suaire. Les coutumes funéraires juives, bien connues des textes anciens, incluaient l'usage de linge et de suaire, rendant plausible que Jésus ait été enveloppé de tissu après la crucifixion. Mais la distance entre ce contexte et l'apparition d'un objet concret identifié comme le Saint Suaire reste immense. La tradition la plus répandue affirme que, après la résurrection, les disciples conservèrent les linges comme reliques. Cependant, les documents mentionnant spécifiquement un tissu portant l'image du corps du Christ demeurent rares et fragmentaires durant les premiers siècles. C'est dans les récits byzantins qu'apparaît une pièce clé, le mandylion d'Édesse. Il s'agissait, selon la tradition, d'un linge portant miraculeusement l'empreinte du visage du Christ. Certains chercheurs estiment que le mandylion et le suaire ne feraient qu'un, le tissu étant plié de manière à ne laisser voir que le visage. D'autres y voient une relique distincte, appartenant à la famille des images achéropoïètes, non faites de main d'homme. Ce qui est sûr, c'est que dès le VIe siècle, on mentionne à Édesse un tissu vénéré, transféré ensuite à Constantinople en l'an 944. Là, il fut accueilli solennellement et intégré à la liturgie, ainsi qu'au trésor impérial des reliques. Les chroniqueurs de Constantinople évoquent la présence de linges liés à la Passion,
mais leur identification précise avec le Souaire actuel reste incertaine. Les inventaires parlent de Sindonès et de l'Inteamina du Christ, sans préciser s'ils portaient ou non une empreinte corporelle. Certains témoignages suggèrent qu'une toile figurant le corps du Sauveur était conservée dans la capitale byzantine. Mais ces affirmations oscillent entre hypothèse et conviction. L'an 1204 marqua un tournant. La 4e croisade s'acheva par le sac de Constantinople par les croisés latins. Dans les chroniques ultérieures, on mentionne la disparition de nombreuses reliques précieuses, dont un linge que certains identifièrent comme le linceul du Christ. À partir de là, l'histoire du Souaire s'enveloppe de zones d'ombre. Le silence documentaire s'étend sur plus d'un siècle, et le destin de cette toile, durant cette période, demeure mystérieux. Selon une théorie largement admise, des chevaliers croisés auraient rapporté le Souaire en Occident, peut-être en France. C'est ici qu'entre en scène la famille de Charny. Dans la petite localité de Liray, en Champagne, vers le milieu du XIVe siècle, eut lieu la première exposition attestée d'un tissu présenté comme la mortaise du Christ. Le chevalier Geoffroy de Charny et son épouse Jeanne de Vergy promurent la vénération de la relique, allant jusqu'à fonder une collégiale pour la protéger. Ce moment fut décisif. Pour la première fois, nous disposons de preuves tangibles de l'existence du Souaire en Europe occidentale, accompagnées de témoignages de pèlerins, d'indulgences pontificales et de débats ecclésiastiques. Tous dans l'Église ne voyaient pas d'un bon œil l'apparition soudaine d'une relique d'une telle importance, surtout en l'absence d'une continuité historique vérifiable depuis les temps apostoliques. Pourtant, cette même incertitude ne fit qu'accroître sa fascination et sceller pour des siècles la tension entre foi et raison autour du mystérieux tissu de Turin. En 1389, l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, écrivit une lettre devenue célèbre dans laquelle il dénonçait le Souaire comme une falsification peinte. Cette plainte reflétait autant les doutes légitimes sur l'origine du tissu que les rivalités locales de pouvoir autour de son exposition. Malgré ces réserves, la dévotion populaire s'affermit. Le Souaire devint l'objet de processions, d'estampes et de pèlerinages, s'intégrant peu à peu à l'imaginaire de la Passion. Avec le temps, la relique passa sous la garde de la puissante Maison de Savoie, qui en assura la protection à partir de l'an 1453. Dès lors, le parcours du tissu se stabilisa sous la tutelle d'une des dynasties les plus influentes d'Europe. Les Savoies transportèrent le Souaire de ville en ville, d'abord à Chambéry, puis à Turin, et firent ériger des chapelles destinées à son abri. L'incendie de Chambéry, en l'an 1532, mit la relique à rude épreuve. Le feu et la fonte de l'argent abîmèrent la toile, mais les Clarisses la restaurèrent patiemment, recousant les parties brûlées et permettant ainsi sa survie. L'épisode même de l'incendie, suivi de la préservation du tissu, renforça la conviction qu'il s'agissait d'un objet presque miraculeux. Dès lors, le Souaire fut indissociablement lié à la ville de Turin, qui devint sa demeure définitive lorsque les Savoies y installèrent leur cour au cours du XIVe siècle. En rétrospective,
le parcours attribué au Souaire se déploie entre certitudes et silences. Ce qui est documenté commence solidement au XIVe siècle, lorsqu'il est clairement attesté que la relique était vénérée en France. Ce qui est allégué, en revanche, recule jusqu'à Byzance, Édesse, voire Jérusalem, des étapes riches en hypothèses, mais pauvres en preuves. Cette superposition du factuel et du légendaire constitue l'un des charmes du Suaire, un objet qui semble toujours échapper à la vérification totale, tout en nourrissant sans fin la foi et la curiosité. Plus qu'un itinéraire linéaire, l'histoire du Souaire est un mosaïque d'apparitions et de disparitions, de gardes nobles et de querelles ecclésiastiques. Chaque cité qu'il abrita imprima sa marque sur son identité. Chaque silence des archives ouvrit un espace à la tradition. Chaque réapparition publique renforça le lien entre la relique et la ferveur des foules. Cette alliance d'histoire et de mystère demeure au cœur de ce qui fait du Suaire un objet unique, à la croisée du religieux et du culturel. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le Souaire resta avant tout un objet de dévotion et de récit. Une toile que l'on voyait, que l'on vénérait et dont on contait l'histoire. L'arrivée de la photographie allait, de manière inattendue, transformer cette relique en sujet d'étude visuelle. En l'an 1898, alors que la technique photographique devenait assez précise pour saisir les nuances invisibles à l'œil nu, une image jusque-là perçue comme floue et mystérieuse révéla un aspect tout à fait nouveau. Sous l'objectif de la caméra, le Souaire montra une présence d'une netteté saisissante. Le photographe à l'origine de cette découverte fut Segundo Pia, qui, le 28 mai 1898, réalisa les premières plaques photographiques du tissu à Turin. Ce qu'il vit en développant ces négatifs étonna le monde savant et religieux. L'image, en négatif, apparaissait comme un véritable visage humain tridimensionnel et précis dans ses traits, ce qui, à la lumière directe, semblait n'être qu'un ensemble de taches et d'ombres, se transforma en un visage reconnaissable lorsque les tons furent inversés. La photographie avait, en quelque sorte, révélé une information cachée que la perception ordinaire ne permettait pas de distinguer avec la même clarté. L'impact fut double. La beauté troublante du résultat et la constatation que le Souaire réagissait à un procédé optique de manière inattendue. Ces premières photographies n'offrirent donc pas seulement un portrait plus défini, elles soulevèrent aussi de nouvelles questions. Si l'image se révélait ainsi en négatif, quelle sorte de phénomène physique ou chimique avait pu produire une telle empreinte? Était-ce le contact direct d'un corps, l'œuvre de pigments humains, une réaction biologique ou un effet d'altération au fil du temps? Ces interrogations attirèrent anatomistes, chimistes, restaurateurs et curieux, désormais armés de loupes, de microscopes et de techniques d'analyse des fibres. La reproduction photographique élargit le débat à des chercheurs et des observateurs qui ne pouvaient se rendre à Turin. Les plaques et, plus tard, les tirages imprimés permirent de comparer la toile à l'iconographie chrétienne, d'examiner la disposition des taches et d'évaluer la cohérence des marques avec les blessures décrites dans les évangiles.
La dévotion céda peu à peu la place à l'observation technique, mobilisant des institutions jusqu'alors éloignées du débat. Académie d'art, faculté de médecine et laboratoires spécialisés dans l'étude des matériaux. La photomécanique ouvrit des pistes nouvelles. Photographes et techniciens expérimentèrent divers temps d'exposition, contrastes et traitements des négatifs pour révéler les détails de la trame et des marques. Certains chercheurs remarquèrent des correspondances avec l'anatomie humaine, proportion du visage, répartition des contusions ou des plaies, et les décrivirent avec un vocabulaire emprunté à la médecine légale. Vecteur d'impact, direction de flux sanguin, compatibilité des lésions avec le supplice de la crucifixion. Ces observations ne constituaient pas des preuves formelles, mais elles transformèrent le débat. Le suaire cessait d'être seulement un symbole de foi pour devenir un objet d'étude empirique. Au début du XXe siècle, la photographie du suaire gagna en précision. De nouvelles prises de vue suscitèrent un regain d'intérêt et une définition accrue. La technique s'affina et les photographes scientifiques apportèrent une rigueur inédite. Ces campagnes consolidèrent l'étude du tissu. Il ne s'agissait plus d'une curiosité pieuse, mais d'un cas de recherche interdisciplinaire légitime. Médecins légistes, chimistes, historiens de l'art et experts textiles commencèrent à collaborer, chacun avec son langage et sa méthode. Le fait que le suaire réponde ainsi au procédé visuel souleva des dilemmes intellectuels. Pour certains, la révélation photographique renforçait l'idée d'un phénomène extraordinaire. Si l'image se comportait comme un négatif, ne fallait-il pas envisager un mode d'impression non conventionnel, difficilement reproductible par les techniques picturales médiévales? Pour d'autres, ces mêmes résultats nourrissaient le scepticisme. La photographie pouvait amplifier les traces de salissure, les réparations ou les altérations, ou encore produire des illusions pareidoliques, ces formes que l'œil croit reconnaître dans le hasard des tâches. Quoi qu'il en soit, la technologie avait déplacé le débat vers le terrain des méthodes, et ce déplacement le rendit public. Alors qu'autrefois le suaire était matière à discussion dans les cercles ecclésiastiques ou princiers, la photographie porta le débat jusqu'aux revues scientifiques, aux académies et aux journaux. Le tissu quittait le domaine de la seule dévotion pour entrer dans celui de l'analyse. La réaction de l'opinion oscilla entre émerveillement et soupçon. Certains y virent la confirmation du sacré, d'autres la preuve d'une illusion savamment entretenue. Mais tous reconnurent que, désormais, la science et la foi regardaient ensemble le même visage, celui d'un mystère que ni l'image, ni la raison ne pouvaient entièrement dissiper. En pratique, la photographie ne résolut pas les grandes questions, mais elle les affûta. Le fait que le suaire présente un effet négatif, rendu visible par plaques photographiques, obligea les chercheurs à examiner la nature du matériau, la possible présence de pigments, de traces organiques et la cohérence entre l'image et l'anatomie. Ces premières études posèrent les bases d'une discipline expérimentale autour du tissu. Un champ où se rejoignaient l'optique, la médecine légale, l'histoire de l'art et la science des matériaux. La fascination provoquée par ces premières images demeure un tournant majeur. La caméra transforma le suaire,
passant du statut d'objet de culte à celui d'objet d'étude. Ce changement n'abolit pas la dévotion, ni ne dissipa les doutes. Il élargit simplement le cercle des interlocuteurs et des méthodes, faisant cohabiter les bancs de l'Église et les laboratoires dans une même interrogation. De cette rencontre entre foi et technique naquirent, quelques décennies plus tard, des recherches encore plus complexes. Mais l'étincelle décisive, celle qui transforma les ombres en visages, fut sans conteste la photographie. Le suaire de Turin cessa d'être une relique seulement vénérée lorsque la science commença à l'observer à la loupe. Le tissu devint soudain un objet technique, soumis à des questions précises sur sa trame, son image et les taches qui le marquent. Les études textiles et médico-légales se sont concentrées sur 3 fronts principaux: la nature physique du tissu, sa structure et son armure, la composition des taches rougeâtres attribuées au sang, et l'image corporelle elle-même, dont les caractéristiques singulières obligent à nuancer toute conclusion. Sur le plan textile, le suaire est un lin à armure complexe. Plusieurs analyses décrivent une trame en sergé à chevron, souvent qualifiée de sergé 3, pour un tiret, un motif peu courant dans les tissus domestiques simples, mais attesté dans des contextes plus élaborés. Cette configuration influe sur la formation de l'image. La géométrie du tissage détermine la manière dont les particules se déposent, dont la lumière joue sur les fibres, et comment les matières restent piégées à la surface. Toutefois, la datation fondée sur le seul type de tissu demeure incertaine. Les spécialistes des archéotextiles divergent sur sa fréquence, selon les époques et les régions, si bien qu'aucune chronologie sûre ne peut être établie à partir de ce critère. Concernant les taches rougeâtres, les analyses médico-légales et chimiques ont mis en évidence des composants compatibles avec du sang humain sur plusieurs zones identifiées comme des blessures. Le groupe de recherche Sturp et les travaux de Heller et Adler, souvent cités, ont signalé des résultats microchimiques suggérant la présence d'hémoglobine et de résidus organiques. Ces conclusions furent interprétées comme indicatives de matière sanguine réelle prélevée sur des fibrilles. Cela dit, la prudence s'impose. Les techniques utilisées dans les années 70 et 80 avaient des limites de sensibilité, et des réexamens ont montré que pigments ou dégradations pouvaient interférer. En résumé, des indices biologiques existent, mais la certitude absolue sur leur nature et leur datation reste hors de portée. Un trait physique frappa particulièrement les chercheurs: la superficialité de l'image corporelle. Les changements de coloration n'affectent qu'une couche extrêmement fine de la surface des fibres, sans pénétrer à cœur. Autrement dit, l'impression se limite aux microcouches du lin. Cette observation ne cadre guère avec des pigments appliqués au pinceau et suggère plutôt des réactions chimiques de surface ou d'autres phénomènes non conventionnels. Pourtant, le mécanisme exact qui n'altère que la pellicule externe demeure discuté. Autour de la genèse de l'image, plusieurs hypothèses ont vu le jour: transfert par contact de poudre, réaction d'oxydation-déshydratation de la cellulose, hypothèse dite de Maillard, effet thermique ou lumineux, voire intervention biologique.
Le chimiste Raymond Rogers, figure clé des études modernes, proposa une combinaison d'analyse de fibres et de résidus, soutenant l'idée de réactions superficielles, responsables de décoloration. Il insista aussi sur les réparations et contaminations ultérieures, qui rendent l'interprétation complexe. Chaque hypothèse éclaire certains aspects et laisse d'autres dans l'ombre. La théorie picturale échoue à expliquer la superficialité et la cohérence anatomique. Les modèles de contact ne reproduisent pas toujours la netteté négative observée sur les photographies. Les analyses médico-légales des traces et flux sanguins ont relevé des correspondances plausibles avec des signes compatibles avec la flagellation, des plaies aux mains et aux pieds, ou aux poignets selon certaines lectures, et une blessure latérale correspondant à un coup de lance. Des études ont discuté l'orientation des écoulements et la texture de taches coagulées, ou encore fraîches. Mais la prudence est de mise. Un tissu manipulé pendant des siècles, exposé à l'eau, au feu et à la restauration, ne peut livrer des schémas totalement fiables. D'autres analyses ont détecté des éléments non organiques, traces de pigments, poussière, résidus de charbon ou colle de réparation. La coexistence possible de sang et de pigments soulève des dilemmes. S'agit-il de retouches destinées à raviver les marques, de dépôts postérieurs à l'incendie, ou de produits de dégradation naturelle? Aucune réponse définitive n'émerge, et la littérature scientifique demeure partagée. Il faut enfin rappeler les limites. Le suaire est un objet ancien, manipulé, réparé, exposé et échantillonné de manière partielle. Les analyses reposent car sur des fibres minuscules, sur des protocoles évolutifs et sur des conditions de prélèvement parfois contestées. D'où la nécessité de conserver une prudence constante. L'ensemble des données textiles, chimiques et médico-légales forme un tableau riche et suggestif, mais aucune conclusion définitive ne s'impose encore. Le charme du suaire tient justement à cette tension entre la mesure scientifique et l'énigme qu'elle ne parvient pas à épuiser. La datation au radiocarbone de l'an 1988 marqua un tournant décisif. Cette année-là, de petites fibres furent prélevées et analysées par spectrométrie de masse dans 3 laboratoires indépendants, Tucson, Oxford et Zurich. Les résultats officiels situèrent la fabrication du lin entre les années 1260 et 1390 de notre ère, avec une probabilité de 95%. Cette fourchette coïncidait étonnamment avec les premières attestations médiévales de la relique en Europe, semblant confirmer son origine tardive. L'annonce fit grand bruit. La conférence de presse d'octobre 1009, 188, suivie de la publication dans Nature, porta la nouvelle à la une des journaux. Pour beaucoup, le résultat paraissait clair et solide. La science, enfin, avait tranché. La méthode du carbone 14, déjà éprouvée, et la concordance entre 3 laboratoires distincts donnent une impression d'irréfutabilité. Sous l'effet de ces données, le débat se déplaça du terrain des hypothèses historiques et iconographiques vers celui de la datation scientifique, où, comme toujours, les certitudes nouvelles ne firent qu'engendrer de nouvelles questions. Cependant,
La réception des résultats de 1988 ne fut nullement unanime. Dès leur diffusion, des objections techniques et contextuelles virent le jour. L'une des critiques les plus connues fut l'hypothèse selon laquelle l'échantillon, utilisé pour la datation, provenait d'une zone réparée du tissu, un ajout médiéval destiné à renforcer ou rapiécer la toile, et par conséquent non représentatif du lin original. Le chimiste Raymond Rogers, membre du groupe STURP, affirma que des différences chimiques, la présence de fibres de coton et de résidus liés à des restaurations, pouvaient avoir biaisé la mesure, suggérant que l'échantillon daté ne reflétait pas l'ensemble du tissu. Cette objection était autant empirique que textile. Si le matériau prélevé diffère de la matrice générale, la date obtenue ne vaut que pour ce fragment. D'autres critiques portèrent sur des questions statistiques et de procédure. Des réanalyses postérieures ont souligné que les trois ensembles de données n'étaient pas parfaitement homogènes, la variabilité entre les laboratoires étant plus élevée que prévu, et que certains aspects du prélèvement et du nettoyage initial pouvaient avoir introduit de légers biais. Un travail publié en 2019 dans Archéométrie, fondé sur les données brutes, releva ces incohérences statistiques et recommanda une réévaluation prudente du degré de confiance attribué à la fourchette chronologique publiée. Toutefois, ces études ne proposèrent pas de correction unique ni de recalcul sûr susceptible d'établir une nouvelle datation définitive. Des hypothèses de contamination furent également avancées. Exposition à la suie lors d'anciens incendies, réparation réalisée avec des matériaux récents, ou absorption de carbone moderne via des micro-organismes ou des produits de restauration. Certaines théories, telles que des enrichissements en monoxyde de carbone ou en carbone biologique, furent prises suffisamment au sérieux pour susciter des tests expérimentaux. Le consensus technique dans la majorité de ces discussions reste mesuré. Les contaminations sont possibles et peuvent décaler une date. Mais prouver qu'elles ont déplacé le résultat de plusieurs siècles exigerait des preuves reproductibles et de nouveaux protocoles contrôlant rigoureusement ces variables. À l'inverse, de nombreux chercheurs défendirent la validité de la datation originale. Des scientifiques impliqués dans le processus ou ayant examiné des échantillons complémentaires soulignèrent la propreté et la représentativité du prélèvement. Ils rappelèrent que les laboratoires avaient travaillé avec des contrôles et des matériaux de référence, garantissant des résultats cohérents dans les marges d'incertitude normales du radiocarbone. En somme, l'affaire prit la forme d'un conflit épistémologique. D'un côté, l'autorité d'une méthode scientifique éprouvée. De l'autre, la difficulté d'appliquer cette méthode à un objet complexe, ayant traversé incendie, restauration et manipulation séculaire. Avec le recul, l'épisode de 1988 ne s'est pas refermé. Il s'est transformé en champ d'études fertile. Réexamen statistique, recherche sur la structure du tissu et analyse du contexte physique du prélèvement continuent d'alimenter la discussion. Les synthèses récentes, publiées dans des revues spécialisées, adoptent une position intermédiaire. Rien n'indique de manière universellement reconnue que la datation de 1988 soit entièrement erronée
mais rien non plus ne permet de la tenir pour définitive. La prudence demeure donc le mot d'ordre. Si de nouveaux tests sont envisagés, ils devront reposer sur une transparence totale des données, un échantillonnage rigoureux et une collaboration interdisciplinaire. Ce choc de résultats et d'interprétations fit plus que fixer une date. Il transforma la nature même du débat. Il ne s'agissait plus seulement d'une querelle entre foi et authenticité historique, mais d'une leçon sur les limites des outils scientifiques appliqués au patrimoine et sur la nécessité d'un dialogue entre restaurateurs, chimistes, statisticiens et historiens. La conclusion, plus méthodologique que dogmatique, est claire. Le suaire reste un objet d'étude où coexistent des indices solides et d'importantes zones d'incertitude. Depuis 1988, la discussion entra dans une nouvelle ère. Aux récits dévotionnels et aux spéculations savantes succédèrent les données, les protocoles et les réanalyses. Les décennies suivantes virent s'accumuler des études diverses, et avec elles, une série de controverses toujours vivantes. L'une des pistes les plus débattues fut la pollénologie. Dans les années 70, le criminologue suisse Max Frey recueillit des échantillons au moyen d'adhésifs et identifia du pollen d'espèces botaniques provenant, selon lui, du Proche-Orient, Jérusalem, l'Anatolie, avant l'arrivée du lin en Europe. Ces observations alimentèrent l'idée d'un parcours oriental ancien du tissu, mais la méthode et les conclusions furent contestées. Fragilité du prélèvement, absence de contrôle sur les collections anciennes, risque élevé de contamination. En résumé, les analyses polliniques offraient des indices intrigants, mais aucune preuve irréfutable. Une autre ligne de recherche concerna l'étude de l'image elle-même. Des expériences, comme celles menées dans les années 70 avec l'analyseur VP8, montrèrent qu'une photographie du suaire produit une représentation à relief tridimensionnel, phénomène rare pour une peinture conventionnelle. Des chercheurs tels que John Jackson et Eric Jumper en conclurent que l'image encode des informations topographiques liées à la distance entre le corps et le tissu, ce qui nourrit l'hypothèse d'un mécanisme de formation non pictural. Cependant, cette codification 3D ne prouve rien de surnaturel. Elle souligne seulement que la relation entre intensité de l'image et distance corporelle appelle une explication physique cohérente et reproductible. Dans le domaine chimique et spectroscopique, des approches modernes, spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, Raman et autres techniques vibrationnelles, furent utilisées pour caractériser l'image et d'éventuels pigments ou résidus organiques. Des chercheurs tels que Giulio Fanti et ses collaborateurs appliquèrent des méthodes mécaniques et spectrales pour proposer des datations relatives. D'autres équipes s'en servirent pour identifier des composés compatibles avec du sang, ou au contraire d'origine minérale. La diversité des méthodes et la variabilité des résultats révélèrent une constante. Chaque instrument, chaque protocole apporte un fragment du puzzle. Aucun ne suffit à lui seul à résoudre l'énigme. Et c'est précisément cette incomplétude qui continue de nourrir le mystère du suaire de Turin. C'est pourquoi la spectroscopie,
tout en apportant des éléments techniques précieux, n'a pas livré de conclusion définitive. Le chapitre des réparations et de la contamination demeure central dans les objections à la datation de 1988. Plusieurs analyses chimiques et microscopiques, notamment celles présentées par Raymond Rogers et ses collaborateurs, ont indiqué que les échantillons utilisés pour la datation contenaient des fibres de coton et des résidus d'un enduit, comme colorant, mordant, absents du reste du tissu. Pour ceux qui soutiennent cette lecture, cela signifierait que la portion datée ne représentait pas le lin d'origine, faussant la mesure vers une époque plus récente. Les défenseurs du prélèvement, en revanche, rappellent que les procédures de sélection et de nettoyage furent rigoureuses et que les résultats des 3 laboratoires concordaient dans les marges d'incertitude du radiocarbone. La question de l'homogénéité de l'échantillon et du rôle des restaurations reste ainsi l'un des points techniques les plus sensibles. À cela s'ajoutent des débats statistiques et procéduraux. Les réexamens des données brutes et les études sur la variabilité entre sous-échantillons ont suggéré que les divergences entre laboratoires étaient plus importantes qu'attendues. Certains chercheurs plaident pour une révision des calculs, d'autres pour de nouveaux essais fondés sur des protocoles mieux contrôlés. Plusieurs publications récentes insistent sur la transparence complète des données, sur la documentation du prélèvement et sur la possibilité de recourir à des analyses non destructives ou à des échantillons plus représentatifs, à condition d'obtenir l'accord des gardiens du SUAER et de définir des standards interdisciplinaires. La controverse persiste surtout parce que les questions en jeu sont pluridisciplinaires. Le SUAER n'est pas un simple objet textile. Il mêle histoire, liturgie, restauration, pollution environnementale et interventions humaines survenues à différentes époques. Chaque champ d'étude apporte une pièce du puzzle: pollénologie, chimie, textile, médecine légale, statistique. Mais aucun ne peut, seul, assembler le tout sans rencontrer de contradictions venues d'autres disciplines. De plus, le tissu a traversé incendie, réparation et manipulation documentée, ce qui multiplie les facteurs à prendre en compte. Ainsi, le débat ne se réduit pas à une opposition entre croyants et sceptiques, mais se joue comme un processus technique et culturel. Les uns réclament davantage de preuves et de rigueur méthodologique, les autres signalent des indices qui méritent explication. Ce qui importe, c'est que malgré les progrès, photographie numérique, spectroscopie avancée, analyse statistique, il n'existe toujours pas de protocole interdisciplinaire reconnu par toutes les parties permettant d'affirmer, avec certitude, que le SUAER appartient à une époque précise ou que ses marques correspondent indiscutablement à du sang ancien. Tant qu'un tel consensus n'existera pas, les controverses scientifiques continueront d'alimenter la fascination publique et l'intérêt académique. En fin de compte, le SUAER sert de cas d'école sur les limites de la science appliquée au patrimoine. Il nous oblige à réfléchir à la manière de combiner les techniques, de respecter la dimension spirituelle d'un objet, tout en élaborant des protocoles convaincants pour la communauté scientifique. Cette tension entre désir de savoir et respect de l'intégrité explique en grande partie pourquoi la discussion demeure si vivante aujourd'hui. Mais l'histoire du SUAER ne s'écrit pas seulement dans les manuscrits et les laboratoires.
elle s'inscrit aussi dans sa propre matière, dans les cicatrices qu'il porte après des siècles d'accidents, d'incendies et de restauration. Observer ces marques, c'est contempler la dimension la plus humaine de l'objet, celle d'un tissu fragile, vulnérable au temps et aux circonstances, mais toujours préservé. L'épisode le plus marquant, à cet égard, se produisit en 1532 dans la chapelle de Chambéry, en Savoie. Un incendie éclata dans l'église, où la relique était conservée dans un reliquaire d'argent. Sous la chaleur, le métal fondit et s'écoula sur la toile pliée, provoquant des brûlures triangulaires, répétées sur toute sa longueur. Le sinistre faillit détruire la relique, mais l'intervention rapide des gardiens permit de sauver le tissu. Il resta toutefois marqué d'un motif de brûlure et de trous encore visibles sur toutes les reproductions du suaire. 2 ans plus tard, en 1534, les sœurs Clarisse de Chambéry entreprirent une restauration célèbre. Elles recousirent des pièces de lin blanc sur les zones brûlées afin de renforcer la toile et de rétablir son aspect continu. Ces réparations ne répondaient pas à nos critères modernes de conservation, mais à une intention pratique, préserver l'intégrité visuelle et fonctionnelle du tissu. Dès lors, le suaire devint un objet hybride, composé de matières anciennes et d'ajouts plus récents. Paradoxalement, ces reprises lui redonnèrent cette vie. Elles assurèrent sa survie et sa vénération, tout en compliquant les analyses ultérieures, car les fibres ajoutées ne correspondent pas à la trame d'origine. Au fil des siècles, d'autres accidents laissèrent des traces mineures mais cumulatives. Auréoles d'eau, dues aux tentatives d'extinction du feu, plis marqués par de longs stockages, dépôts de poussière, usure du contact avec les fidèles. Autant d'éléments que les spécialistes de la conservation qualifient de biographie matérielle. L'histoire inscrite dans la substance même d'un objet. Le suaire, en ce sens, n'est pas une toile intacte, mais un témoin superposé de temps et de gestes. À l'époque moderne, sa conservation passa entre les mains de spécialistes formés à des méthodes scientifiques. À la fin du XIXe siècle, après la fameuse photographie de Secondopia, une prise de conscience nouvelle s'imposa. Le tissu devait être préservé, avec des précautions adaptées à son unicité. Mais l'intervention la plus marquante eut lieu en 2002, lorsqu'une équipe de restaurateurs autorisés retira les pièces cousues par les claristes près de 5 siècles auparavant. La décision fut controversée. Pour certains, ôter les rapiéçages permettait de libérer le tissu d'origine. Pour d'autres, c'était effacer une part essentielle de son histoire. L'opération inclut la pose d'un nouveau support textile destiné à stabiliser l'ensemble. Ces travaux furent accompagnés d'une documentation photographique minutieuse et d'analyses techniques qui offrirent une vision plus précise des fibres anciennes. Mais ils mirent aussi en évidence une vérité dérangeante. Toute restauration, même la plus respectueuse, modifie la perception future de l'objet. En 2002, par exemple, la suppression des pièces fit disparaître des traces de suie et de résidus qui auraient pu éclairer l'étude de l'incendie de 1532. Ainsi, les blessures et réparations du suaire nous rappellent qu'il s'agit d'un objet vivant de l'histoire, non d'une relique figée. Ces brûlures,
Ses coutures et ses taches ne sont pas de simples imperfections. Elles racontent comment des générations ont tenté de préserver ce qu'elles tenaient pour sacré. Elles invitent aussi les chercheurs à la prudence. Le suaire est un palimpseste, une superposition de fibres anciennes et nouvelles, de traces et de mémoires surmatérielles, un témoignage silencieux de la fragilité du sacré face au temps. Ainsi, la valeur de ces traces matérielles n'est pas seulement technique, mais profondément humaine. Elle raconte l'histoire de gardiens luttant contre les flammes, de moniales qui, armés d'aiguilles et de fils, sauvèrent un morceau de toile brûlée, et de scientifiques modernes cherchant l'équilibre fragile entre préservation et respect du passé. Dans chacune de ces interventions se reflète la tension constante entre dévotion, science et conservation. Rappelle que, par-delà le mystère de son origine, le suaire est avant tout un objet qui a survécu grâce aux soins et parfois aux maladresses des hommes. Sur le plan de la foi, le suaire de Turin occupe une place unique. Il se tient à la frontière entre le visible et l'invisible, entre ce que la main peut toucher et ce que le cœur croit. Pour des millions de croyants, il n'est pas seulement un linge portant des marques énigmatiques, mais un icône de la passion du Christ, une fenêtre silencieuse ouverte sur la souffrance et l'espérance de la résurrection. La toile, avec son image diffuse et ses taches sombres, ne prononce aucun mot. Mais dans ce silence, beaucoup perçoivent une profondeur spirituelle qu'aucun traité ne saurait égaler. Dans la tradition catholique, le suaire n'a jamais été érigé en dogme. Nul n'est tenu d'y voir une preuve matérielle de la résurrection. La position officielle de l'Église reste prudente. Elle en reconnaît la valeur dévotionnelle et encourage sa contemplation comme soutien à la foi, sans trancher sur son authenticité. Dans cet espace d'ambiguïté se déploie l'expérience religieuse de ceux qui le vénèrent. Il ne s'agit pas de démontrer, mais de se laisser toucher par ce que la toile évoque. Les expositions publiques dans la cathédrale de Turin ont souvent revêtu une dimension symbolique forte. Des foules de pèlerins s'y sont rassemblés, non pour vérifier des données, mais pour prier devant ce qu'elles perçoivent comme une représentation tangible de l'amour et du sacrifice du Christ. Pour beaucoup, cette image est un 5e évangile, non écrit sur du parchemin, mais imprimé sur des fibres de lin, capable de transmettre le drame de la croix d'une manière immédiate et sensible. La dévotion populaire s'y exprime dans le silence, les larmes et la prière, bien au-delà de ce que la science pourrait affirmer ou nier. Dans la théologie chrétienne, le suaire rappelle que la foi ne repose pas seulement sur des textes ou des traditions, mais aussi sur des symboles qui accompagnent le chemin des croyants. L'histoire liturgique a toujours fait place à des objets matériels, croix, images, reliques, comme pont vers le divin. Le suaire, à ce titre, est devenu l'un de ces ponts privilégiés. Il ne remplace pas l'Évangile, mais l'illustre et le rend plus proche, presque palpable. Cependant, des voix critiques se font entendre dans le domaine théologique. Certaines rappellent que l'essence du christianisme ne dépend pas des reliques, mais du message de salut et de la vie communautaire.
Trop insister sur des preuves physiques pourrait détourner de l'essentiel, la foi en un Christ ressuscité. Dans cette perspective, le suaire est respecté comme objet historique et dévotionnel, mais sans rôle central. Ce qui est remarquable, c'est que malgré ces divergences, la toile demeure un lieu de rencontre. Pour les croyants convaincus de son authenticité, elle est un témoignage direct. Pour les sceptiques, un symbole puissant invitant à la méditation. Pour les hésitants, un rappel que la foi chemine toujours entre certitude et mystère, entre ce que l'on voit et ce que l'on espère. Sur le plan œcuménique, les interprétations sont également variées. Les chrétiens d'autres traditions, orthodoxes ou protestants, y voient des significations différentes. Pour nombre d'orthodoxes, la valeur du suaire s'apparente à celle d'une icône, une image porteuse de présence spirituelle. Chez les protestants, l'attitude est souvent plus critique envers la vénération des reliques, même si certains y reconnaissent un témoignage bouleversant de l'humanité du Christ. Au-delà des confessions, le suaire soulève des questions universelles. Comment la mémoire du sacré se matérialise-t-elle? Pourquoi l'homme cherche-t-il des objets tangibles pour incarner sa foi? En ce sens, le suaire parle autant du christianisme que du besoin fondamental d'ancrer l'invisible dans le visible. Face à lui, les uns contemplent un tissu chargé d'histoire, les autres l'empreinte du Fils de Dieu. Mais tous éprouvent une forme d'émerveillement et de recueillement. Un instant suspendu, où la raison s'efface et où le cœur prend la parole. Le suaire devient ainsi un miroir de la foi. Il n'impose pas de réponse. Il invite chacun à sonder sa propre croyance, sa propre quête. Dans la perspective religieuse et théologique, le suaire de Turin demeure donc un signe de tension et d'espérance. Il ne remplace pas la foi, il l'accompagne, comme une empreinte traversant les siècles, appelant toujours au silence, à la prière et à la réflexion. À travers les siècles, le suaire a suscité non seulement la dévotion et la recherche, mais aussi une multitude de spéculations, allant du plausible à l'extravagant. Son caractère énigmatique, la difficulté de le dater avec certitude et la puissance visuelle de son image en ont fait un terrain fertile pour des hypothèses alternatives et parfois pour des théories plus audacieuses que rigoureuses. Parmi les plus répandues figure celle de la falsification médiévale. À la suite de la datation au carbone 14 de 1988, situant le lin entre les XIIIe et XIVe siècles, plusieurs chercheurs ont soutenu que le suaire aurait été créé au Moyen Âge, peut-être comme relique dévotionnelle, destinée à attirer les pèlerins. Selon cette hypothèse, l'image serait une œuvre peinte ou un ingénieux artifice artistique. Des expériences ont tenté de la reproduire à l'aide de pigments, de techniques de températ ou même de procédés de photographie primitive, utilisant des substances chimiques de l'époque. Aucune n'a restitué parfaitement les propriétés observées, mais l'idée de la création médiévale conserve sa force, surtout parce que la première mention historique du suaire apparaît précisément à cette période. Une variante de cette approche propose d'y voir non une fraude, mais une œuvre délibérément pieuse, un icône conçu non pour tromper,
mais pour inspirer la ferveur. Dans cette optique, certains comparent la toile aux icônes byzantines, images au symbolisme spirituel intense, plus théologique que réaliste. Le suaire aurait ainsi pu naître comme création artistique avant de devenir, au fil du temps, relique de foi. D'autres hypothèses, plus naturelles, ont tenté d'expliquer la formation de l'image par des réactions chimiques entre un corps en décomposition et le lin, produisant une sorte d'empreinte par contact. Certains chercheurs ont même évoqué des décharges électriques ou lumineuses survenues dans des conditions exceptionnelles. Mais aucune combinaison de phénomènes connus n'a encore réussi à reproduire simultanément les caractéristiques du suaire. Images superficielles, négatifs photographiques et effets tridimensionnels. Et c'est peut-être dans cette impossibilité même que réside encore, aujourd'hui, la puissance de son mystère. Sur un plan plus spéculatif, certaines théories évoquent des interventions encore inconnues. Quelques auteurs suggèrent que l'image aurait été produite par une forme de radiation émise lors de la résurrection, une hypothèse à la croisée de la foi et de la science, fascinante mais invérifiable. D'autres, plus audacieux encore, ont proposé des scénarios extravagants. Visites extraterrestres, expériences alchimiques secrètes ou phénomènes surnaturels inédits. Ces récits ne reposent sur aucune preuve concrète, mais ils se propagent aisément dans les médias et sur Internet, portés par l'attrait du mystère et le charme de l'interdit. Pourquoi de telles théories, parfois improbables, rencontrent-elles autant d'écho? Parce que le suaire touchait un point sensible, celui où se rencontre le sacré et le vérifiable. Pour les croyants, son authenticité renforcerait la foi. Pour les sceptiques, l'idée d'une supercherie médiévale apporte une explication rationnelle au mystère. Pour beaucoup d'autres enfin, le tissu devient un miroir de nos angoisses et de nos espoirs. La peur de l'illusion, le désir de voir l'invisible, la quête d'un signe tangible du divin. Le contraste entre la datation au carbone 14 et d'autres analyses contradictoires a, lui aussi, alimenté les spéculations. Chaque silence des archives, chaque désaccord scientifique ouvre un espace où fleurissent les récits alternatifs. Aborder ces hypothèses avec sérieux suppose d'en reconnaître la part de fascination, mais aussi leurs limites. La plupart manquent de données solides et reposent davantage sur l'imaginaire que sur l'observation. Pourtant, elles font partie intégrante de l'histoire du suaire. Elles témoignent de la manière dont chaque époque projette sur lui ses propres croyances et ses propres peurs. En définitive, ces théories ne donnent pas tant des réponses qu'elles révèlent notre besoin collectif d'interpréter, de peupler le mystère de récits à notre mesure. Au fil des siècles, et plus encore à l'ère moderne, le suaire de Turin a cessé d'être uniquement un objet de piété ou de controverse religieuse. Il est devenu un phénomène culturel mondial. Son image, reproduite à l'infini, a franchi les frontières du culte et de la recherche pour s'ancrer dans la littérature, le cinéma, la télévision et même la culture populaire. Symbole unique où s'entrelacent mystère, histoire et spiritualité. Dès le milieu du XXe siècle,
la relique gagna une place centrale dans l'édition. De nombreux ouvrages, qu'ils défendent son authenticité ou qu'ils en discutent l'origine médiévale, rencontrèrent un succès considérable. Ces livres popularisèrent le debug, le débat le rendant accessible à tout lecteur curieux. La Savoie et Turin devinrent, à travers eux, des lieux familiers de l'imaginaire collectif. L'essor des documentaires télévisés dans la seconde moitié du siècle renforça encore sa renommée. Des chaînes internationales consacrèrent des programmes entiers à l'énigme la plus étudiée du christianisme, mêlant reconstitution, témoignages et images saisissantes. L'effet fut double. La relique entra dans les foyers du monde entier, et son mystère sembla s'intensifier. L'image spectrale en négatif, presque cinématographique, fascinait aussi bien les croyants que les incrédules. Les grandes ostensions publiques à Turin constituèrent d'autres moments décisifs. À chaque exposition, des foules immenses affluaient, souvent accompagnées de la visite du pape, conférant à l'événement une dimension spirituelle et médiatique hors du commun. Les journaux, les chaînes de télévision, puis les réseaux sociaux relayèrent ces manifestations comme de véritables spectacles planétaires, où ferveur, émotion et curiosité se mêlaient. Le cinéma et la littérature s'emparèrent à leur tour de ce mythe. Romans historiques, thrillers contemporains, essais mystiques. Le suaire devint un ressort narratif universel, symbole de la frontière entre foi et mystère. Dans les films documentaires comme dans la fiction, il sert souvent de métaphore de l'inexplicable, de l'empreinte du divin sur la matière. Peu d'objets religieux ont inspiré autant d'histoires, d'images et de débats. Même le domaine commercial n'y échappa pas. Reproductions, photographies, médailles, cartes postales et souvenirs de toutes sortes multiplièrent sa présence. Ce qui, au Moyen-Âge, se limitait à quelques estampes dévotionnelles devint, au XXIe siècle, un marché global. L'image du suaire circule désormais entre musées, boutiques et collectionneurs, oscillant entre objets de foi et curiosité patrimoniale. L'évolution du récit autour du suaire révèle la manière dont chaque époque y projette ses valeurs. Au Moyen Âge, il fut signe de pèlerinage et d'autorité ecclésiastique. Au XIXe siècle, la photographie en fit un mystère scientifique. Au XXe, les médias le transformèrent en icône planétaire. Et au XXIe, l'ère numérique en a fait un mythe connecté, partagé, commenté. Chaque siècle y a cherché son reflet. Piété, raison, spectacle ou viralité. Ainsi, le suaire de Turin dépasse aujourd'hui la seule sphère religieuse. Il appartient à la mémoire culturelle du monde, à cette zone intermédiaire où se rencontrent science, art et spiritualité. Sa puissance ne réside pas seulement dans ce qu'il prouve, mais dans ce qu'il évoque. La persistance du mystère, le besoin de croire et la fascination éternelle pour la trace, fragile et lumineuse, de l'invisible dans le monde des hommes. Conservé aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, le suaire demeure sous la garde de l'archevêque de la ville, au sein d'une chapelle spécialement conçue pour sa préservation. Depuis l'incendie de 1997, qui endommagea partiellement la chapelle du Guarini et menaça le reliquaire,
les mesures de sécurité et de conservation ont été considérablement renforcées. Le tissu repose désormais dans une urne hermétique et ignifugée, maintenue à température et humidité constante, protégée de la lumière et de la poussière. La plupart du temps, cette urne reste recouverte d'un voile opaque. La relique ne se dévoile qu'en de rares occasions. Et pourtant, même dissimulée, elle continue d'exercer son magnétisme, un appel silencieux vers le mystère, où le visible et l'invisible se rejoignent dans le souffle du temps. Les occasions où le Suaire est montré au public sont exceptionnelles et généralement liées à des anniversaires significatifs ou à des décisions pontificales offrant au monde la possibilité de le contempler. Ces ostensions, selon l'appellation officielle, ont été des moments de grande répercussion médiatique et d'affluence considérable. La plus récente de caractère public eut lieu en 2015, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco. Des millions de personnes se rendirent à Turin pour apercevoir la toile, fût-ce à distance, et durant quelques minutes seulement. L'impact de ces expositions ne se mesure pas uniquement en chiffres. Pour beaucoup, il s'agit d'une expérience spirituelle intense, dépassant la simple curiosité historique ou scientifique. Ceux qui patientent des heures décrivent une atmosphère de recueillement, de silence et de prière, à rebours du tumulte habituel des grands événements. Dans ce contexte, le Suaire devient un catalyseur de foi, un signe qui invite à la contemplation et à la méditation sur la figure de Jésus et sa passion. Que l'on tienne la toile pour une relique authentique ou pour un puissant symbole. L'Église catholique a maintenu une attitude prudente quant à son authenticité. Depuis le XXe siècle, elle insiste sur le fait que le Suaire n'est pas objet de foi obligatoire. Nul catholique n'est tenu d'y voir une preuve matérielle de la résurrection. Ce qui est encouragé, c'est la vénération comme d'un icône, renvoyant au mystère chrétien. Ainsi, les ostensions ne sont pas présentées comme une validation scientifique, mais comme une occasion pastorale. Cette manière de proposer la contemplation a permis d'attirer croyants et non-croyants, chacun y trouvant un motif singulier d'intérêt. Plus récemment, la custodie s'est adaptée aux nouveaux médias. En 2020, durant la pandémie de Covid-19, alors que les pèlerinages étaient suspendus, une ostension virtuelle fut organisée. Le Suaire fut montré à la télévision et diffusé en ligne, permettant à des millions de personnes de le voir depuis leur foyer. Certes, rien ne remplace la présence physique, mais l'initiative montra comment dévotion et curiosité peuvent trouver de nouvelles formes d'expression à l'ère numérique. En dehors des ostensions, les pèlerins qui viennent à Turin se contentent souvent de visiter la cathédrale et de prier devant l'endroit où le linge est conservé. Sur place, des ressources audiovisuelles, des reproductions et des explications historiques aident à comprendre l'itinéraire et la signification du Suaire. La visite cesse ainsi d'être une simple attente d'ostension pour devenir une expérience culturelle et spirituelle plus large. La custodie actuelle fait face à des défis constants: préserver la toile dans des conditions optimales, prévenir tout dommage, gérer les attentes du public et tenir compte des recherches en cours. L'Église exerce un contrôle strict
afin d'éviter toute manipulation susceptible de détériorer le linge, tout en autorisant, dans des circonstances précises, des études menées selon des protocoles rigoureux. Aujourd'hui, le suaire de Turin est à la fois fragile et résistant, saturé de siècles d'histoire, et toujours au centre de la dévotion, comme de la controverse. Sa conservation à Turin en a fait un point de convergence. Des pèlerins du monde entier s'y rendent pour demeurer, ne serait-ce que quelques instants, en sa présence. Des chercheurs y voient un défi ouvert. Et l'Église s'efforce d'équilibrer la protection d'un objet vénéré avec la sauvegarde d'un bien culturel d'une valeur inestimable. Ce qui demeure évident, c'est que malgré les avancées techniques, les débats et les scepticismes, le suaire continue de mobiliser des foules et d'éveiller de profondes émotions. À une époque où presque tout se numérise et se duplique, la présence matérielle d'un linge renvoyant à la passion du Christ conserve un pouvoir de convocation intact. Au-delà de l'authenticité ultime que la science pourra confirmer ou non, c'est cette persistance qui définit sa place dans la vie contemporaine. Non comme un simple vestige du passé, mais comme un symbole vivant que l'on contemple encore avec révérence, curiosité et étonnement. Au cours des dernières décennies, la recherche a franchi un cap, marqué par la sophistication technologique et la coopération entre disciplines. Loin de se limiter à la photographie ou aux analyses chimiques classiques, les études actuelles privilégient des techniques non invasives, une numérisation de très haute résolution et des approches véritablement transversales, dans l'espoir d'éclairer un objet qui, malgré tant d'efforts, garde plus de questions que de réponses. Parmi les avancées majeures figure la numérisation en très haute définition. Grâce à des dispositifs capables de capter des détails invisibles à l'œil nu, les chercheurs examinent chaque fibre, chaque variation de ton, chaque irrégularité. Ces images servent aux études techniques et constituant un archivage de référence qui, en cas de dégradation, permettra aux générations futures de travailler sur une copie aussi fidèle que possible. Ce travail a permis d'élaborer des modèles tridimensionnels de l'image corporelle, nourrissant de nouveaux débats sur la formation de l'empreinte. Parallèlement, des techniques de spectroscopie, qui analysent l'interaction de la matière avec la lumière, sondent la composition des fibres sans prélèvement, point crucial pour un tissu si sensible. Ces investigations suggèrent que l'image n'est ni peinture ni pigment appliqué, mais une altération extrêmement superficielle des fibres, sans consensus toutefois sur le mécanisme précis. La biologie moléculaire a, elle aussi, ouvert des pistes. Bien que toute extraction demeure délicate, des analyses antérieures ont repéré des signaux compatibles avec des grains de pollen ou des traces de matière biologique. Les progrès des techniques ultrasensibles, jusqu'au séquençage d'ADN à l'échelle microscopique, suscitent de l'intérêt pour un réexamen, mais les autorités ecclésiastiques restent très prudentes. La conservation prime et toute intervention directe est évaluée avec une extrême rigueur. L'informatique transforme également le paysage. Des algorithmes d'intelligence artificielle traitent les images, détectent des régularités et comparent le suaire à d'autres textiles historiques. Ces outils peuvent conforter ou écarter des hypothèses, au risque toutefois de surinterpréter des signaux statistiques. Pour la première fois,
des équipes se réunissant physiciens, chimistes, biologistes, informaticiens, historiens de l'art et conservateurs, travaillent de concert. De ce point de vue, le SWER est devenu un cas exemplaire d'études interdisciplinaires. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu religieux ou historique, c'est un défi méthodologique. Comment étudier ce que l'on ne peut pas manipuler librement, chargé d'un symbolisme unique et au cœur d'attentes publiques immenses? Chaque avancée doit équilibrer le désir de connaître et la responsabilité de ne pas mettre en péril un objet irremplaçable. Parmi les questions qui demeurent ouvertes, plusieurs se distinguent. Comment l'image a-t-elle pu se former avec un tel niveau de finesse et de superficialité? Quelle est l'ancienneté exacte du lin, compte tenu des objections soulevées à l'encontre de la datation de 1988? Quelle part des traces biologiques supposées est réellement authentique et laquelle résulte d'une contamination accumulée au fil des siècles? Et, peut-être plus importante encore, comment interpréter cet objet de manière à respecter à la fois la foi et la science, sans que l'une cherche à dominer l'autre? Les réponses à ces questions ne sont pas immédiates. Beaucoup de chercheurs reconnaissent qu'il est peu probable que le SWER livre un jour un verdict définitif, même avec les outils les plus perfectionnés. C'est peut-être là son trait le plus singulier: obliger la curiosité scientifique à cohabiter avec le respect du mystère. La prudence devient, dans ce contexte, une véritable leçon. Nombreux sont ceux qui rappellent que, au-delà des résultats, le processus même d'investigation constitue un bienfait. Il stimule l'innovation dans les techniques de conservation, favorise le dialogue entre disciplines et rappelle que la science elle-même a des frontières. En même temps, il entretient la curiosité, ce moteur immuable qui pousse des générations entières à consacrer temps, énergie et passion à comprendre une toile de 4 mètres qui résiste obstinément à toute explication définitive. Ainsi, au XXIe siècle, le SWER de Turin n'est pas seulement un vestige du passé, il est aussi un laboratoire du présent. Il incarne le point de rencontre entre histoire, foi et science, et son étude illustre la quête de sens de l'humanité face à ce qui refuse d'être classé. Devant lui, croyants et chercheurs se retrouvent sur un terrain commun, celui de l'émerveillement et de la conscience qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Le parcours du SWER de Turin est extraordinaire. Né de traditions et de rumeurs anciennes dans la mémoire chrétienne, il est devenu l'un des objets les plus étudiés de la planète. Vénéré dans les églises, examiné dans les laboratoires, contemplé par des millions de visiteurs plongés dans un silence total, il raconte bien plus qu'une histoire de tissu. Il reflète la manière dont les êtres humains cherchent des certitudes au milieu du doute, du réconfort au cœur de la perte, et des signes de transcendance dans le quotidien. À travers les siècles, le SWER a traversé guerres, incendies, restaurations et controverses enflammées, aussi bien dans les sanctuaires que dans les universités. Chaque époque l'a relu à sa façon, relique sacrée, possible supercherie, objet de dévotion, cas scientifique ou symbole culturel. Aucune de ces interprétations ne l'a jamais épuisé,
il subsiste toujours un reste de mystère qui échappe à toute définition. C'est sans doute cette part insaisissable qui le rend si puissant. Dans un monde saturé de données et d'explications, cette toile nous rappelle qu'il existe des questions que ni les chiffres ni les expériences ne peuvent résoudre. Pour certains, elle est l'empreinte du supplice et de la résurrection du Christ. Pour d'autres, une création médiévale née de la foi et de l'ingéniosité humaine. Pour beaucoup, simplement une énigme historique qui nous interpelle depuis le passé. Quelles que soient les conclusions, le suaire de Turin a suscité des dialogues inattendus entre discipline et croyance, entre tradition et modernité. Il a inspiré des progrès en conservation, influencé l'iconographie religieuse, suscité pèlerinage et recherche, et laissé son empreinte dans la culture contemporaine. Peut-être son plus grand héritage est-il de nous rappeler que foi et raison n'ont pas à s'affronter, mais peuvent coexister dans la quête partagée de sens. Dans le silence de la cathédrale de Turin, la toile repose encore, protégée derrière le verre, tel un miroir où chaque visiteur projette sa propre question. Et dans ce reflet, le suaire continue de remplir sa mission la plus profonde. Entretenir l'émerveillement, la curiosité et l'espérance qu'au-delà des fibres usées par le temps, palpite toujours une histoire qui ne s'éteint jamais. Et avant de conclure, rappelle-toi que dans la description de cette vidéo, tu trouveras les packs de narration téléchargeables pour écouter ces histoires sans interruption ni publicité, où et quand tu le souhaites. Si ce voyage à travers les mystères du suaire de Turin t'a plu, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage ton avis dans les commentaires. Relique sacrée, œuvre humaine ou énigme irrésolue. Ton soutien rend possible la création de nouveaux contenus comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.